Il me paraît difficile de répondre de façon ferme et définitive à la question de savoir si ce serait une bonne ou une mauvaise idée que de modifier le statut de l'animal, et cela qu'on parle d'installer l'animal dans une catégorie intermédiaire entre les personnes et les choses, ou plus radicalement qu'on parle de faire de lui un sujet de droit, un titulaire de la personnalité juridique. Alors évidemment, j'ai une opinion sur la question. Cette opinion, je vous la livre rapidement, mais je ne m'y attarderai pas davantage. Mon opinion, c'est que l'animal peut demeurer un objet de droit et que, par ailleurs, c'est sur le terrain du droit pénal qu'il faudrait poursuivre les efforts en allant jusqu'à instaurer une protection pénale absolue de l'animal, c'est-à-dire une protection pénale qui exclurait toute balance des intérêts entre les intérêts de l'animal et les intérêts humains, économiques, scientifiques, culturels, protection pénale absolue qui ferait alors obstacle à ce que l'animal soit atteint jusque dans son essence même, autrement dit, qui interdirait qu'il puisse être porté atteinte à ce que j'ai appelé l'esséité de l'animal. L'esséité, pour vous en donner une idée très très vague, ce serait le pendant chez l'animal de ce qu'est la dignité humaine chez la personne humaine. Mais le fait est donc que je ne vais pas développer ce qui est ma thèse et je ne vais pas à la suite en tirer d'éventuelles conclusions quant à l'opportunité ou à l'absence d'opportunité de modifier le statut juridique de l'animal. Pourquoi ? Parce que l'important aujourd'hui me paraît surtout de mettre en lumière devant vous un certain nombre de données qu'il me semble absolument primordial d'avoir à l'esprit pour quiconque projette de réfléchir à une modification du statut juridique de l'animal, et à la suite, et éventuellement, pour quiconque entend véritablement prendre position en faveur d'une telle modification. Alors pourquoi ce parti pris ? Tout simplement parce que, en observateur tout de même assez attentif depuis maintenant une bonne quinzaine d'années de la question animale et des problématiques juridiques que cette question peut susciter, je dois vous avouer être extrêmement réservé, pour ne pas dire dubitatif, devant un certain nombre de prises de position ou d'argumentaires en faveur d'une modification du statut juridique de l'animal. Position ou argumentaire qui me semble faire, ça n'est que mon opinion, trop souvent l'économie de la cohérence et de la rigueur juridique, et ou ne pas suffisamment tenir compte d'éléments anthropologiques et on pourrait même dire anthropozoologiques, pourtant absolument primordiaux. C'est donc sous cet angle-là que je voudrais aborder mon intervention, en vous précisant uniquement, avant d'entrer dans le vif ou dans le cœur du sujet, que mon intention n'est pas du tout, mais alors pas du tout, de verser dans la provocation, encore moins de m'ériger en une sorte de donneur de leçons, mais simplement de vous faire part d'un certain nombre d'observations qui sont les miennes, dans une perspective ou dans une optique que j'espère plus constructive qu'autre chose. Donc, tout cela étant précisé, c'est donc sur 3 points successivement que je voudrais essayer d'attirer votre attention. Le premier point, qui peut-être fera débat, c'est qu'il me semble qu'il faut tout d'abord concéder que malgré les affirmations doctrinales contraires, les animaux en droit français sont toujours des biens. Il me semble en effet que, quitte à réfléchir à une éventuelle modification du statut juridique de l'animal, eh bien, il faut tout d'abord savoir, si je puis dire, d'où l'on part. Autrement dit, savoir déterminer quel est, en droit positif, en droit actuel, le statut juridique de l'animal. Et le fait est que, de mon point de vue, l'animal en droit français est encore et toujours un bien. Alors, on le sait, un certain nombre d'opinions affirme le contraire, notamment depuis qu'une loi du 16 février 2015 a introduit dans le Code civil, c'est très connu, un article 515-14 qui dispose que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité et que, sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. Et pour certains auteurs, on le sait, cette disposition aurait réalisé une importante modification du statut juridique de l'animal en allant jusqu'à le sortir, jusqu'à l'extraire de la catégorie des biens, mais sans pour autant faire de l'animal une personne, un sujet de droit, ce qui voudrait dire que les bêtes seraient, d'une certaine manière, depuis lors, dans une sorte d'état de lévitation juridique, dans une sorte de catégorie juridique intermédiaire entre les biens et les personnes, entre les sujets de droit et les objets de droit, si vous préférez. La difficulté, toutefois, c'est que cette proposition selon laquelle les animaux ne seraient plus des biens en droit français, et surtout les arguments qui tendent à la défendre, ne résistent pas, à mon sens en tout cas, à l'analyse juridique. Alors à ce titre, je pense qu'il faut commencer par congédier l'argument selon lequel la lettre de l'article 515-14
voudrait que le principe soit la soumission des animaux aux lois qui les protègent, et que l'exception soit que les animaux soient soumis au régime des biens. De mon point de vue, c'est là une très curieuse manière d'interpréter la formule « sous réserve des lois qui les protègent ». Pourquoi ? Parce qu'on sait bien que, en droit, ce qui s'avance à la suite de la formule « sous réserve », c'est l'exception et pas le principe. Alors, je vous donne un exemple, évidemment bien choisi, mais qui suffit pour s'en convaincre, que je tire de l'article 473, alinéa 1er du Code civil, qui nous dit la chose suivante. « Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. » Difficile quand même de soutenir que le principe ici serait que la personne sous tutelle puisse agir par elle-même et que l'exception serait qu'elle est représentée dans les actes de la vie civile. La juste logique, c'est évidemment la logique inverse, qui est que par principe, la personne sous tutelle est représentée dans tous les actes de la vie civile et que par exception, lorsque la loi ou l'usage l'y autorise, elle peut agir par elle-même. Et il en va évidemment de même de l'article 515-14. La juste lecture qu'il faut faire de cet article, c'est que les animaux, par principe, sont soumis au régime des biens, et que ce n'est que par exception que ce régime ne leur est pas applicable, c'est-à-dire lorsque des lois protectrices spéciales ont vocation à se substituer à ce régime. Je tiendrai donc pour acquis que les animaux sont, en principe, soumis au régime des biens en droit français. Or, on sait par ailleurs qu'en droit, le régime juridique qui s'applique à une entité, quelle que soit cette entité, va être conditionné en amont par ce qui est sa nature juridique. Autrement dit, dans les rapports qui se nouent entre la nature juridique et le régime juridique, c'est la nature juridique qui est l'élément premier, parce que c'est d'elle dont va dépendre à la suite le régime juridique qui va être applicable à l'entité concernée. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on enseigne, entre autres choses, que quand deux entités présentent une identité de nature juridique, elles ont donc une identité de régime juridique, et que, à contrario, une différence de nature juridique entre deux entités va impliquer une différence de régime juridique. Dès lors, et c'est évidemment là que les choses commencent à se compliquer, puisque les animaux sont en principe soumis au régime des biens, et puisque c'est la nature juridique qui commande le régime juridique, il devient très difficile de défendre la position selon laquelle, bien que se trouvant soumis au régime applicable aux biens, les animaux, quant à leur nature juridique, ne seraient pas ou ne seraient plus des biens. Tout au contraire, si on constate la soumission des animaux au régime des biens, c'est alors qu'on est invité, pour ne pas dire qu'on est obligé de conclure que, même au lendemain de l'article 515-14, les animaux sont encore et toujours des biens. On peut s'en féliciter ou pas, mais il me semble que c'est la réalité du droit positif. À cela, on peut au demeurant ajouter que notre article 515-14 trouve quand même sa place dans un livre du Code civil qui est consacré aux biens et aux différentes modifications de la propriété. Et on peut encore ajouter que, puisqu'ils demeurent soumis au régime des biens, les animaux restent donc des choses susceptibles d'appropriation, ce que n'a d'ailleurs pas manqué de relever la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 février 2016, dont je vous cite les motifs pertinents. Un cheval, sous réserve de la protection qui lui est due en tant qu'animal, être vivant doué de sensibilité, est soumis au régime des biens et, comme tel, susceptible d'appropriation, dont la preuve peut être rapportée par une possession à titre de propriétaire. Et le fait est que, selon la conception la plus traditionnelle en droit, les choses qui sont susceptibles d'appropriation, peut-être plus justement encore les choses qui sont effectivement appropriées, eh bien, elles sont ce qu'on appelle des biens. Ce qui m'amène au deuxième point sur lequel je voudrais mettre un petit peu la lumière. Ce deuxième point, c'est qu'il me semble absolument fondamental de se souvenir de la signification juridique des notions de choses et de biens. Alors la difficulté en l'espèce, encore qu'à mon avis elle n'est rien d'insurmontable, cette difficulté elle réside dans les interférences qui peuvent se créer ou encore dans les confusions qui peuvent intervenir entre d'un côté le langage courant, ce qu'on pourrait appeler aussi le sens commun, et de l'autre côté le langage du droit, ce qu'on pourrait appeler aussi le sens juridique. Dans le langage courant, et sans nier, pour reprendre le mot de Carbonnier, qu'elle se trouve être le terme le plus vague de la langue française, la chose
désigne un objet inerte, c'est-à-dire une entité corporelle qui est vide de vie et vide de sensibilité, de telle sorte qu'on dira par exemple de cette table et de ces chaises qu'elles sont des choses, selon le sens commun, mais qu'on ne le dira évidemment pas d'un animal. Par comparaison, la signification juridique de la chose est très très différente. C'est qu'en effet, en droit, les choses ne sont pas, en tout cas les choses ne sont pas uniquement des entités corporelles inertes. De façon beaucoup plus large, les choses, dans le monde juridique, dans l'univers juridique, sont l'antithèse des personnes, le contraire des personnes. Pour le dire d'une autre manière, en droit, tout ce qui n'est pas une personne physique ou morale est alors nécessairement et sans autre alternative possible ce qu'on appelle juridiquement une chose. Il en résulte alors que si la catégorie juridique des choses englobe bien sûr des choses selon le langage courant, autrement dit englobe des objets corporels inertes, elle s'étend aussi et surtout bien au-delà pour inclure toutes les entités qui, même en étant vivantes et sensibles, ne sont pas juridiquement des personnes. Et le fait est que parce que l'animal n'est pas en droit juridiquement parlant une personne, il est donc une fois encore, selon le langage juridique, une chose, quand bien même une chose, il ne l'est évidemment pas pour le sens courant. Quant aux biens, ils sont pareillement, pour le sens courant, des entités corporelles inertes. À nouveau, par comparaison, en droit, les biens, et selon l'approche traditionnelle que j'évoquais tout à l'heure, ce sont des choses susceptibles d'appropriation ou effectivement appropriées, sans aucune limitation au monde de la matière inerte. Alors, cela dit, il est vrai qu'au-delà de cette approche traditionnelle des biens, il y a d'autres approches ou d'autres définitions des biens. Certaines, par exemple, un peu curieux, mais bon, qui ramènent tous les biens à des droits sur les choses, y compris d'ailleurs le droit de propriété. D'autres encore, qui en cela sont très inspirés du droit allemand, qui réduisent plutôt les choses aux objets corporels, aux objets tangibles, et qui voient dans les biens une catégorie qui engloberait, outre les choses, donc outre les objets matériels, des entités incorporelles, des entités intangibles, comme des créances, par exemple. Mais en tout état de cause, quoi qu'il en soit, et quelle que soit l'acception juridique qu'on va retenir des biens, aucune de ces acceptions ne se confond avec le sens commun qui, quant à lui, je le redis, réduit les biens au monde de la matière inerte, de la matière morte. J'ajouterai encore qu'il ne faut surtout pas confondre la signification qui peut être celle d'un bien meuble pour le sens courant, et donc on va retrouver les exemples de la table et de la chaise, et le bien meuble pour le sens juridique. Pourquoi ? Parce qu'en droit, les choses ou les biens qui sont meubles, ce sont les choses ou les biens qui peuvent être déplacés par l'effet d'une force étrangère ou qui peuvent se mouvoir par eux-mêmes, à l'image notamment d'un animal dont on va dire alors qu'il est un meuble vif, en ce sens que la vie qui l'anime, la capacité de mouvement dont il est doté, font de lui une chose ou un bien qui peut se mouvoir, qui peut se déplacer par lui-même. Dans ces circonstances, il est alors, je trouve, tout de même très étonnant de voir des juristes, affirmer qu'il y a un non-sens juridique à accepter que l'animal soit qualifié de meuble, ou encore avoir, une fois encore, des juristes soutenir qu'un être vivant, et a fortiori un être vivant et sensible, ne peut pas être classé juridiquement parmi les choses ou parmi les biens, et donc qu'à la suite, il conviendrait impérativement d'extraire les bêtes de ces catégories pour en faire des personnes, ou une fois encore, pour les installer dans une catégorie intermédiaire entre les sujets de droit et les objets de droit. Sauf erreur de ma part, je crois qu'il y a là, chez ces juristes, dont je ne questionne pas par ailleurs la bonne volonté et la noblesse de la cause qu'ils défendent, mais je crois qu'il y a là une grave confusion avec le sens commun, qui les pousse à situer l'acception des notions de choses, de biens et de meubles en tant qu'objets corporels inertes en remplacement pur et simple de leur acception juridique, qui est pourtant radicalement différente. Et c'est pourtant bien un tel phénomène de confusion entre sens commun et sens juridique qui a abouti dès 1988 en Autriche, dès 1990 en Allemagne et en 2002 en Suisse, entre autres choses, à des modifications des codes civils respectifs de ces pays pour y inscrire en substance que les animaux ne sont pas des choses, mais que par ailleurs, et sauf disposition contraire, les bêtes restent soumises au régime juridique des choses.
Et à cet égard, des études ont bien montré, je pense notamment à une thèse de droit qui a été soutenue en 2006 à l'Université de Fribourg, donc des études ont bien montré que systématiquement, le législateur a pris en compte la seule définition de la chose selon le sens commun, donc la définition de la chose en tant que matière morte, pour se croire alors évidemment dans l'obligation d'affirmer solennellement que les animaux, par essence, ne sont pas des choses, alors que, en droit, je le rappelle, les choses sont toutes les non-personnes et pas simplement les seuls objets vides de vie et vides de sensibilité. Le problème avec tout ça, c'est que, à faire fond sur des confusions de ce genre, les modifications juridiques qui sont opérées à la suite risquent d'être très fortement dépourvues de toute effectivité concrète et de n'avoir au fond qu'une portée très symbolique, puisque, au bout du compte, de telles modifications n'engagent pas un vrai changement dans la condition juridique des animaux. Pour le dire un peu plus simplement, de telles modifications manquent tout simplement leur cible, ce que montre d'ailleurs très bien la logique qui est la leur, qui consiste à affirmer que les animaux ne sont pas des choses ou ne sont pas des biens, mais à continuer en même temps à les soumettre, au moins par principe, à leur régime, soumission au régime des choses, ou des biens, qui va donc faire en sorte que rien, dans le fond, ne va changer, et que, malgré les pétitions ou les affirmations contraires, la nature juridique des animaux est toujours d'être des choses, toujours d'être des biens, toujours d'être des objets de droit. Ce qui m'amène enfin au troisième et dernier point sur lequel je voudrais insister. Ce troisième et dernier point, alors qu'on a entrevu d'une certaine façon dans l'intervention du premier intervenant de cet après-midi, mais je me situerai un petit peu en opposition avec certaines de ces affirmations, c'est qu'il ne faut pas oublier le fond culturel qui est celui de la tradition occidentale. Ça ne veut pas dire l'approuver, mais ça veut dire qu'il ne faut pas l'oublier, ce fond culturel. Depuis plusieurs milliers d'années, 2500 à 3000 ans au moins, en Occident, on sait que l'homme s'est distingué de l'animal en s'attribuant en propre tout ce qu'il refuse en même temps à la bête. C'est le fameux, justement, propre de l'homme, dont on a pu dire, entre autres choses, qu'il résidait dans la raison, dans la conscience, dans le langage, dans la liberté, dans la culture, dans l'âme, dans la morale, etc. On pourrait continuer très longtemps la liste. La pensée occidentale, en résumé, a donc été très largement marquée par le dualisme. Par le dualisme, c'est-à-dire que l'homme et l'animal y sont vus comme des opposés, comme des contraires, bien plus que comme des égaux ou comme des semblables. Ce fond culturel dualiste, à la suite, il a évidemment très fortement imprégné la pensée juridique. La pensée juridique, autrement dit, a été surdéterminée par le discours anthropozoologique, c'est-à-dire le discours sur l'homme et l'animal, jusqu'à se faire le fidèle relais, et on pourrait peut-être même dire le fidèle reflet de ce discours. Et puisqu'en effet, la pensée juridique a radicalement séparé l'homme de l'animal en instituant le premier en tant que personne et sujet de droit, et en instituant le second en tant que chose et objet de droit, et à ce dernier égard et en particulier en tant qu'objet d'un droit de propriété. À la suite, je crois donc qu'il faut comprendre qu'il est dans le fond plus difficile de concevoir dans nos sociétés un rapprochement et a fortiori une égalisation des statuts juridiques de l'homme et de l'animal, quand, culturellement parlant, c'est leur distinction radicale qui a été mise. Alors, bien sûr, je ne veux pas y signer, bien au contraire, tout ce que l'évolutionnisme, encore tout ce que l'éthologie ont pu amener de meilleure compréhension des animaux et de leurs capacités, jusqu'à d'ailleurs nous enseigner qu'à bien y regarder, il n'y a pas vraiment d'aptitude ou de qualité qu'on répute proprement humaine qui ne peuvent pas aussi se découvrir, ne serait-ce qu'à un niveau assez rudimentaire, chez les animaux. Mais le problème, à mon sens, c'est que les changements radicaux de paradigme, et notamment un changement de paradigme qui consisterait à voir les hommes et les animaux moins comme des dissemblables que comme des semblables, moins comme des contraires que comme des êtres unis par des aptitudes communes ou même par une communauté de destin, de tels changements de paradigme, donc, eh bien, ils sont très longs à se faire. Et ils ne peuvent pas effacer si facilement, en tout cas pas effacer d'un simple revers de la main, plusieurs millénaires de distinctions radicales, y compris sur le terrain juridique, entre l'homme et l'animal. Une fois encore, je ne dis pas que cette distinction est à saluer, je dis simplement que ça fait 3 millénaires qu'on la pratique. C'est pourquoi, à titre personnel, je suis très réservé devant un certain nombre d'arguments qui consistent à faire valoir que parce qu'un grand singe aurait été personnifié en Argentine, parce que la nature a été personnifiée en Équateur ou en Bolivie, ou parce que des fleuves, des glaciers, des terres ancestrales ou des animaux ont été réputés des titulaires de droits fondamentaux en Inde ou en Nouvelle-Zélande, eh bien, il serait tout aussi facile, en France ou plus largement en Europe ou même aux États-Unis, de faire de l'animal une personne et un titulaire de certains droits fondamentaux protecteurs.
Parce que c'est là, me semble-t-il, justement faire totalement abstraction du fond culturel des sociétés concernées et ne pas voir ou ne pas vouloir voir que ce qui peut se réaliser dans une société au fond culturel résolument moniste ne peut pas se réaliser aussi facilement et aussi rapidement dans une autre société au fond culturel qui, lui, est profondément marqué par le dualisme. Et c'est pourquoi aussi il m'est assez difficile d'adhérer à des propositions que d'un point de vue historique on pourrait faire remonter jusqu'au début du XXe siècle avec les écrits de De Moog, propositions selon lesquelles la modification du statut juridique de l'animal ne serait au fond qu'un strict enjeu de technique juridique, une simple question de savoir s'il peut être commode, pour obtenir des résultats qu'on jugera souhaitables, d'extraire l'animal du monde juridique des choses et des biens, pour l'installer dans une catégorie intermédiaire, ou même pour l'instituer en tant que titulaire de certains droits fondamentaux. Tout au contraire, ce que nous montre l'histoire des rapports entre l'homme et l'animal, c'est que les enjeux qui vont avec la possible modification du statut juridique de l'animal ne sont pas des enjeux de stricte technique juridique, mais sont des enjeux beaucoup plus grands et beaucoup plus importants. Et c'est d'ailleurs ce que mettent bien en évidence les théories, qu'on y adhère ou pas. À titre personnel, je n'y adhère pas, mais ça n'est une fois encore que ma position. Les théories, par exemple, donc, de Tom Regan, théorie qui veut que les animaux sujets d'une vie sont dotés d'une valeur inhérente et qu'ils ont un droit absolu au respect. Théorie aussi de Gary Francione, qui nous explique que les animaux sensibles ont un droit fondamental à ne pas être traités comme de simples moyens ou ressources et qu'il faut abolir l'esclavage animal. Ou encore théorie de Stephen Wise, d'après qui les animaux qui sont doués d'autonomie pratique doivent être considérés comme des personnes titulaires de droits fondamentaux à la liberté et l'intégrité corporelle qui les protégeraient de la torture et de la réduction en esclavage. Ce que toutes ces théories anglo-américaines nous montrent, c'est que le statut de l'animal et les changements qui peuvent lui être apportés sont avant tout un enjeu de justice. Enjeu qui, bien plus qu'à la modification strictement technique de quelques règles de droit, tendent à un authentique changement de société. À partir de là, on peut être pour ou contre, on peut y voir une mauvaise ou une formidable idée. Sur ce point, je laisse chacun totalement libre de ses opinions. Mais la seule chose qui m'apparaît importante, c'est qu'on ne peut pas ignorer les enjeux qui vont avec le projet de la modification du statut juridique de l'animal, pas plus qu'on ne peut, pour défendre ce projet, fermer les yeux sur ce qui est aujourd'hui encore le statut juridique de l'animal, ou encore oublier ce que sont les choses et les biens, et ce qu'est leur sens juridique. J'ai bouclé ma boucle, j'en reste donc là, je vous remercie pour votre attention.